Dans un quartier paisible d'Afrique subsaharienne, à la lisière d'une petite ville encore marquée par la tradition mais aspirant à la modernité, vivait une famille que tout le monde enviait. Une maison modeste mais bien tenue, un père présent, une mère engagée, une fille unique à la démarche gracieuse, toujours polie, toujours première de sa classe. À première vue, tout semblait parfait. Le père, fonctionnaire d'État, était connu pour sa rigueur. Ancien professeur devenu inspecteur d'académie, il parlait souvent du mérite, du travail acharné, de l'excellence comme seule voie vers l'élévation sociale. Il avait lui-même gravi les échelons par l'effort, en partant de rien, et il en était fier. Trop fier. La mère, infirmière à la clinique municipale, passait ses journées à soigner les autres et ses soirées à surveiller les devoirs de sa fille. Elle disait souvent que sa fille serait le fruit de leur sacrifice. Que tout ce qu'il n'avait pas eu, elle l'aurait. Mais à condition d'être brillante. Sans faute. Sans écart. Sans rêve qui sortent de leur programme. Et la fille, oh, cette fille, elle était l'incarnation de toutes leurs attentes. Une jeune adolescente discrète, douce, disciplinée, qui obéissait au doigt et à l'œil. Elle avait appris très tôt que ses désirs comptaient peu. Que ses parents l'aimaient, oui, mais à condition qu'elle réponde à leurs ambitions. À condition qu'elle entre dans la case qu'ils avaient dessinée pour elle. Elle rêvait d'art, de toile, de danse, de lumière. Mais tout cela n'avait pas sa place dans la maison. L'art n'était qu'un passe-temps, pas un avenir. Pas pour eux. Et encore moins pour elle. Un jour, elle avait timidement montré un cahier rempli de croquis à son père. Il avait froncé les sourcils, feuilleté les pages sans émotion, puis l'avait fermé d'un claquement sec. C'est joli. Mais ça ne te mènera nulle part. Concentre-toi sur les maths. Depuis ce jour-là, elle n'avait plus jamais montré ses dessins. Elle avait rangé ses crayons au fond d'un tiroir, avec ses émotions. Elle avait compris que ce qu'elle aimait ne comptait pas. Qu'elle ne devait pas exister pour elle-même, mais pour eux. Pour leurs rêves. Pour leur fierté. Et alors, elle avait commencé à devenir ce qu'on attendait d'elle, une élève modèle, une fille parfaite, une poupée silencieuse. Chaque matin, elle se levait avant le chant du coq. Elle révisait pendant que les autres enfants jouaient. Elle ne connaissait ni repos, ni pause, ni plaisir coupable. Tout était calculé, programmé, structuré. Sa vie était un emploi du temps. Elle passait ses journées entre l'école et la maison, et le soir, ses parents relisaient ses cahiers, contrôlaient ses résultats, comparaient ses notes à celles des autres enfants du quartier. À chaque point perdu, un sermon. À chaque succès, une pression renouvelée. C'est bien, mais tu peux faire mieux. Le mot fierté était omniprésent. Mais il sonnait comme une menace. Les voisins la voyaient passer, sac au dos, toujours poli, toujours propre, jamais un mot plus haut que l'autre. Quel enfant exemplaire, disait-il. Tes parents doivent être si fiers. Mais personne ne voyait ce qui se cachait derrière ce sourire figé. Personne ne savait que le soir, dans sa chambre, elle regardait le plafond en silence, luttant contre des pensées qu'elle ne comprenait pas elle-même. Une lassitude, une tristesse sourde, une impression de vide qui grandissait. Une solitude qui ne faisait aucun bruit, mais qui dévorait tout. Elle aurait voulu parler. Dire qu'elle n'en pouvait plus. Dire qu'elle avait peur. Dire qu'elle n'était pas heureuse. Mais elle savait que ce n'était pas permis. Les rares fois où elle osait dire qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait souffler, ses parents répondaient sèchement. La fatigue, c'est pour les paresseux. Nous, on n'a pas le choix. Et toi non plus. Alors elle s'est tue. Elle a cessé d'exister pour elle-même. La maison était toujours impeccable. La fille, toujours exemplaire. Et les parents, toujours convaincus qu'ils faisaient tout pour son bien. Mais la vérité, c'est qu'ils ne la voyaient plus. Ils ne voyaient qu'un reflet d'eux-mêmes. Une réussite en devenir. Une preuve sociale. Et pendant ce temps, leur fille disparaissait à petit feu. Lentement. Silencieusement. Les mois passaient, implacables, et la cadence ne faisait que s'accélérer. Chaque trimestre, de nouveaux objectifs. Chaque bulletin, une évaluation du mérite. À la maison, on ne parlait presque que d'école. Les rires avaient disparu. Il ne restait que des rappels constants. Ne relâche pas tes efforts. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois souffrir maintenant. Tu n'as pas le droit à l'échec. Les murs de la maison n'étaient pas violents. Non. Ils étaient froids, exigeants, raides comme des règles gravées dans la pierre. Alors la jeune fille s'appliquait. Elle faisait tout pour mériter cette reconnaissance qu'elle n'obtenait qu'en pourcentage, en place de classement, en félicitations du corps enseignant. Elle travaillait tard dans la nuit, souvent à la lumière d'une petite lampe, pendant que ses parents dormaient paisiblement,
convaincue qu'elle suivait le chemin qui lui avait tracé. Mais plus elle avançait, plus elle sentait un vide s'installer en elle. Elle n'avait plus le temps de rêver, plus le droit de s'arrêter. Elle ne ressentait même plus le plaisir d'apprendre. Chaque cahier devenait une épreuve, chaque note une menace. Il ne s'agissait plus d'aimer, mais de ne pas décevoir. À l'école, on la jalousait. Elle était première de classe, toujours bien coiffée, toujours à l'heure, toujours la réponse juste. Mais personne ne voyait l'enfant derrière la performance. Et puis un jour, ses parents décidèrent de lui trouver un soutien académique supplémentaire. Quelqu'un pour renforcer ses bases, pour booster ses chances, comme disait son père. Quelqu'un d'expérience, de confiance, respecté. Ils choisirent un ancien instituteur du quartier, un homme âgé, connu de tous. Il avait formé plusieurs générations. Il parlait peu, mais avait la réputation d'être rigoureux. Surtout, il était disponible les soirs. Idéal. Ainsi débuta ce qu'ils appelèrent le programme de révision avancée. 3 fois par semaine, la fille allait chez lui après l'école. Elle ne broncha pas. Elle savait que refuser n'était pas une option. Alors elle obéit. Comme toujours. Au début, elle crut que ce serait comme un prolongement de l'école. Juste des cours, des exercices, de la discipline. Mais très vite, quelque chose d'indéfinissable lui glaça le cœur. L'atmosphère de cette maison était étrange. Silencieuse. Trop silencieuse. L'homme, bien qu'amical en apparence, avait des attitudes qu'elle ne comprenait pas. Des regards prolongés. Des remarques déplacées. Des gestes ambigus. Pas ouvertement hostiles. Mais dérangeants. Elle rentrait de ses séances plus fatiguée, plus éteinte encore. Quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait pas les mots. Et surtout, elle n'avait pas l'espace pour les dire. À la maison, ses parents l'attendaient en souriant. « Alors, ça t'aide? Il t'explique bien? Tu progresses, non ?» Elle hochait la tête, murée dans ce rôle qu'elle n'avait pas choisi. Elle aurait voulu dire qu'elle n'était pas bien, qu'elle se sentait mal, qu'elle avait peur. Mais elle savait que ce n'était pas ce qu'on attendait d'elle. Alors elle se tut. Le silence devint sa prison. Une cage invisible que personne ne remarquait. Elle se referma sur elle-même. Elle mangeait moins, dormait mal. Ses yeux perdaient leur éclat. Mais rien ne changeait. Au contraire, ses parents semblaient satisfaits. Tu deviens plus sérieuse. C'est bien. Tu prends les choses en main. Ils ne voyaient pas que c'était la peur qui guidait chacun de ses pas. Et puis un jour, tout bascula. Elle se sentit mal, d'un malaise profond qu'elle ne comprenait pas. Des vertiges, des nausées, une fatigue inhabituelle. Elle crut d'abord à une grippe. Puis elle réalisa ce que son corps essayait de lui dire. Elle était enceinte. Le sol se déroba sous ses pieds. Elle avait à peine 15 ans. Et elle portait en elle le poids d'un événement dont elle ne pouvait parler à personne. Ce jour-là, elle ne pleura pas. Elle resta silencieuse, figée, comme si le temps s'était arrêté. Il n'y eut pas de cri, pas de colère, juste un vertige, un silence de fin du monde. Elle savait que si ses parents l'apprenaient, ils ne comprendraient pas. Ils lui feraient porter la faute. Ils lui diraient qu'elle avait gâché sa vie, qu'elle avait trahi leur confiance, qu'elle n'était plus digne d'eux. Alors elle fit ce qu'elle avait toujours fait, elle se mura dans le silence. Encore plus profondément. Mais cette fois-ci, ce silence-là allait la dévorer. Le lendemain matin, elle se leva comme si de rien n'était. Elle attacha ses tresses, enfila son uniforme, prit son sac. Comme tous les jours. Comme si la veille n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais dans le miroir, ce n'était plus une enfant qu'elle voyait. C'était une ombre. Une étrangère. Elle descendit les escaliers, salua ses parents, mangea en silence. Rien ne trahissait ce qu'elle portait. Ni ses gestes, ni sa voix. Elle avait appris à faire semblant. À faire bonne figure, même quand son monde s'effondrait. Ses parents, eux, parlaient comme d'habitude de ses performances scolaires, des prochaines compositions, du concours d'excellence à venir. Son père évoquait déjà les meilleurs lycées. Sa mère, les bourses à l'étranger. Ils projetaient l'avenir comme si tout était déjà écrit. Mais dans le ventre de leur fille, une autre réalité grandissait. Une réalité qu'ils ne voulaient pas voir. Qu'ils ne pourraient pas comprendre. Elle passa les jours suivants dans une sorte de transe. Elle allait à l'école, elle revenait. Elle copiait les leçons, répondait aux questions. Elle n'avait jamais été aussi silencieuse. Aussi concentrée. Aussi vide. La nuit, elle ne dormait plus.
Elle restait assise, recroquevillée contre le mur, les yeux ouverts dans le noir. Seule, terrorisée. Elle sentait son corps changer. Elle le haïssait. Elle se haïssait. Ce n'était pas un enfant qu'elle portait. C'était une faute. Une malédiction. Une tâche qui ne partirait jamais. Elle ne savait pas à qui parler. Elle n'avait pas d'amis proches. Elle n'avait jamais eu le droit. Les relations étaient vues comme des distractions. Inutiles. Dangereuses. Et les adultes. Elle ne pouvait même pas y penser. Qui la croirait? Qui l'écouterait? Alors elle chercha des réponses seule. Elle se mit à errer dans les recoins d'Internet, à lire des forums, des témoignages. Elle découvrit un vocabulaire qu'elle ne comprenait pas totalement. Pilules abortives, délai légal, risques, douleurs, conséquences. Rien ne semblait sûr. Rien ne semblait simple. Mais une chose était claire, elle devait faire disparaître ce qu'elle portait. À tout prix. Elle ne le faisait pas par honte. Ni par colère. Elle le faisait parce qu'elle ne voyait pas d'autre issue. Parce qu'elle savait que si ses parents l'apprenaient, ils ne la protégeraient pas. Ils ne l'aimeraient plus. Ils l'effaceraient. Elle avait peur de mourir. Mais elle avait encore plus peur de vivre ce qui viendrait si la vérité éclatait. Alors elle décida d'agir. Elle vendit discrètement des effets personnels pour réunir un peu d'argent, un vieux téléphone, des bijoux qu'on lui avait offerts. Elle glissa les billets dans une enveloppe. Puis, un jour, après l'école, elle se rendit dans un quartier éloigné. Une adresse qu'elle avait lue en ligne. Une ruelle où l'on ne posait pas de questions. L'endroit était lugubre. Une pièce sombre, avec une femme au regard dur. Aucune blouse blanche. Aucun sourire. Juste des gants en plastique, des instruments rouillés et une promesse. Ce sera vite fait. Elle n'avait que 15 ans. Son cœur battait si fort qu'elle n'entendait plus les bruits autour d'elle. Elle voulait hurler, s'enfuir. Mais elle resta là, figée, résignée. Ce jour-là, quelque chose en elle se brisa définitivement. Elle rentra à la maison dans un état second. Elle marcha lentement, comme un fantôme. Elle salua ses parents mécaniquement. Ils ne remarquèrent rien. Elle monta dans sa chambre et s'allongea sans manger. Dans la nuit, les douleurs commencèrent. Violentes, inhumaines. Des vagues de souffrance qui la pliaient en deux. Elle tenta de ne pas crier. Elle mit une serviette dans sa bouche pour ne pas alerter. Elle serra les draps. Le sang coulait. Beaucoup trop. Elle avait froid. Elle transpirait. Elle tremblait. Mais elle ne voulait pas appeler à l'aide. Elle voulait juste que tout s'arrête. Vers l'aube, son corps céda. Sa mère la retrouva étendue sur le sol, inerte, la peau glacée, les draps tachés de rouge. Elle hurla. Le père accourut. La panique envahit la maison. Ils appelèrent les secours, mais il était trop tard. L'enfant qu'ils avaient tant voulu voir réussir, celle sur qui ils avaient tout misé, venait de s'éteindre. Seul. En silence. Personne ne comprenait. Ils posaient des questions. Cherchaient des explications. Mais le mal n'était pas venu de l'extérieur. Il était né chez eux. Les sirènes de l'ambulance avaient percé le petit matin. Le quartier s'était réveillé en désordre, les rideaux soulevés, les visages aux fenêtres, les murmures pressés. C'est chez eux. La maison de la fille brillante. Que s'est-il passé? Il semblait si parfait. À l'intérieur, la scène était insoutenable. La mère, à genoux dans le couloir, répétait le prénom de sa fille entre deux sanglots. Le père, debout contre le mur, la tête entre les mains, refusait de regarder le corps étendu. Rien de ce qu'ils voyaient ne correspondait à l'image qu'ils avaient construite. Le médecin, arrivé trop tard, ne put que constater. La cause? Hémorragie interne. Suspicion d'un avortement non médicalisé. Le mot tomba comme une lame. Avortement. La mère sursauta. Le père blêmit. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Elle était sérieuse, sage, on l'aurait su. Vous êtes les parents? Répondit sèchement l'infirmier. Vous êtes sûr de l'avoir écouté récemment? Silence. Lourd. Accusateur. Terrifiant. Dans la chambre, tout parlait désormais. Les traces de sang, les serviettes, les recherches sur un vieux cahier, les petits billets cachés au fond d'une boîte. Une enquête muette commença entre les murs de cette maison qui, quelques heures plus tôt, prétendait incarner l'excellence. Le commissariat fut alerté. Les autorités sanitaires aussi. Le personnel médical devint interrogatif. Et puis il y eut l'examen post-mortem. Résultat sans appel,
La jeune fille était enceinte. D'au moins 2 mois. La grossesse avait été interrompue sans suivi. Le corps, trop fragile, n'avait pas supporté le choc. Et personne n'avait rien vu. La déflagration fut immédiate. Les policiers interrogèrent les parents. Ceux-ci, abasourdis, répétaient les mêmes phrases. Elle allait bien. Elle ne disait rien. On voulait juste le meilleur pour elle. Mais dans leur voix, les mots sonnaient creux. Comme s'ils ne croyaient plus eux-mêmes à leur justification. Ils n'avaient jamais demandé à leur fille si elle allait bien. Ils lui avaient demandé de briller, d'obéir, de réussir. Rien d'autre. Et maintenant, elle était morte. Les jours suivants furent une descente aux enfers. La nouvelle se répandit. Les voisins murmurèrent. Certains compatirent. D'autres jugèrent. Mais tous posèrent la même question. Comment une fille aussi brillante, dans une famille aussi éduquée, avait-elle pu mourir dans de telles circonstances? Une rumeur apparut, l'enseignant à domicile. Un vieux monsieur, discret, respecté, mais dont certains commençaient à dire qu'il avait été trop proche. Une plainte fut ouverte. Il fut convoqué. Il nia. Mais dans le quartier, le doute était semé. Et la colère aussi. La mère sombra dans un silence presque catatonique. Elle ne mangeait plus. Elle restait assise devant la porte de la chambre vide, comme si sa fille allait revenir. Le père, lui, s'acharnait à reconstituer les dernières semaines, les derniers signes, les silences qu'il n'avait pas entendus. Il ouvrait les cahiers, relisait les messages, scrutait les dessins de la jeune fille. Il découvrit alors un carnet, dissimulé sous le lit. Une sorte de journal. Quelques pages seulement. Des phrases courtes. Mais tranchantes. Je suis fatiguée d'être parfaite. Il ne voit que les notes. Pas moi. Je veux juste qu'on m'écoute. Mais personne ne m'entend. Je ne suis pas leur projet. Je suis une personne. J'ai peur. Je ne veux pas de cette chose en moi. Je veux disparaître. Le père lut ces lignes les larmes aux yeux. C'était là, sous leur toit, chaque soir. Et pourtant, il n'avait rien vu. Il comprit, trop tard, que leur fille avait crié. Pas avec sa bouche, mais avec ses silences, ses gestes, ses absences. Ils avaient été sourds, aveugles, occupés à sculpter une réussite qui n'était pas la sienne. Et maintenant, il ne leur restait que le vide. Le jour de l'enterrement, la foule était nombreuse. Mais les regards étaient durs. Le prêtre parla brièvement de jeunesse brisée, de pression sociale, de famille qui oublie d'aimer. Les parents, au premier rang, semblaient absents, comme si le monde s'était effondré autour d'eux. Dans leur esprit, une question tournait en boucle. Comment avons-nous pu laisser cela arriver? Mais il était trop tard pour les réponses. Une maison vide. Un silence pesant. Des murs imprégnés d'un passé qu'ils n'osaient plus toucher. Dans cette demeure jadis fière, les rires avaient disparu. Les projets avaient été effacés. Il ne restait que les fantômes d'une enfant sacrifiée sur l'autel de la réussite. Les jours suivants furent flous. Les parents devinrent des ombres. Ils erraient dans les pièces comme des étrangers. Ils ne se parlaient plus. Le deuil avait érigé entre eux un mur invisible. Chacun dans son coin, enfermé dans ses regrets. Ils partageaient la même douleur, mais pas les mêmes remords. La mère passait ses journées à contempler les objets de sa fille, ses cahiers, ses vêtements, ses peluches. Elle les caressait comme on caresse un souvenir qu'on a peur d'abîmer. Parfois, elle parlait toute seule. Elle murmurait des excuses. Des mots que sa fille ne pourrait plus jamais entendre. Le père, lui, cherchait des réponses. Il rencontra les anciennes camarades de sa fille. Il consulta les archives de l'école. Il interrogea les enseignants, même les voisins. Partout, il voulait comprendre. Pourquoi n'avait-elle rien dit? Pourquoi ne s'était-elle pas rebellée? Pourquoi avait-elle tant souffert sans qu'il ne s'en rende compte? Mais à chaque fois, la réponse était la même. Elle ne voulait pas vous décevoir. Elle avait peur de vous. Elle ne croyait pas qu'elle serait écoutée. Et là, le père s'effondra. Car ces mots, il les connaissait. C'étaient les siens, reflétés dans la bouche de sa fille. Ce besoin maladif de contrôle. Cette obsession des performances. Ce refus d'écouter, de ralentir, de s'ouvrir. Il avait transformé son foyer en centre de compétition. Pas en refuge. L'enquête judiciaire, elle aussi, suivait son cours. Le vieil enseignant fut placé en garde à vue. Il nia d'abord. Puis, sous la pression des preuves, il commença à vaciller. Des témoignages s'ajoutèrent. D'autres élèves.
d'autres comportements douteux. Mais aucune plainte passée. Rien d'officiel. Juste des silences. Des regards évités. Des soupçons jamais exprimés. Ce fut une gifle supplémentaire pour les parents. Ce monsieur, qu'ils admiraient, qu'ils invitaient parfois à dîner, avait été un prédateur. Et ils lui avaient confié leur enfant. Sans jamais vérifier. Sans jamais écouter ses malaises, ses refus. Chaque fois qu'elle disait qu'elle ne voulait pas y aller, il croyait à une excuse. À une paresse. À une crise d'adolescence. Ils avaient insisté. Pire, l'Y avait renvoyé. Le procès fut discret mais intense. Le vieux professeur fut reconnu coupable d'abus, exploitation et violence sur mineurs. Il fut condamné à plusieurs années de prison. Mais cela ne rendit rien à personne. La justice, parfois, ne console pas. Elle constate. Elle scelle des vérités qu'on aurait préféré ignorer. Les parents, eux, ne furent jamais inquiétés par la loi. Mais dans le regard des autres, ils étaient déjà jugés. Déclarés coupables d'aveuglement, de négligence affective, de pression excessive. Dans les rues, les salutations devinrent rares. Les murmures fréquents. Même leurs proches s'éloignèrent peu à peu. Les gens ne savaient plus quoi leur dire. La mère perdit du poids. Elle ne sortait presque plus. Même les courses, elle les commandait désormais. Le père, autrefois si sûr de lui, fut licencié après une dépression nerveuse. Il avait arrêté de répondre à ses mets. De se raser. De parler parfois. Son esprit était resté figé à cette nuit-là. Celle où il avait trouvé sa fille froide, silencieuse, vidée de toute vie. Ils avaient tout fait pour qu'elle réussisse. Et ils l'avaient perdue. L'ironie était cruelle. Ils avaient sacrifié l'essentiel, l'écoute, la tendresse, le dialogue pour un idéal social. Un rêve d'excellence. Un diplôme. Une médaille. Une illusion. Et maintenant, ils vivaient dans un musée de regrets. Un jour, la mère tenta de ranger la chambre. Elle resta debout devant l'armoire, les mains tremblantes. Puis, elle s'effondra en sanglots. Elle comprit que tant qu'elle vivrait, elle ne pourrait jamais toucher à ces objets. Parce qu'ils étaient les derniers vestiges de sa fille vivante. Celle qu'elle n'avait pas su protéger. Celle dont elle n'avait jamais compris les silences. Ils avaient eu une enfant brillante. Mais ils n'avaient pas voulu la connaître. Des mois ont passé. La pluie est revenue. Les saisons ont changé. Mais dans cette maison, le temps reste figé. Les volets s'ouvrent rarement. Les rires sont absents. Les albums photos prennent la poussière. Les souvenirs, eux, restent vifs. Trop vifs. Dans le salon, sur un mur autrefois blanc, les parents ont accroché une photo. C'est la dernière prise de leur fille avant le drame. Elle sourit, un peu timidement, comme si elle savait que quelque chose s'effondrait déjà à l'intérieur. Ils la regardent chaque jour. Ce portrait est devenu un miroir, un rappel permanent de ce qu'ils ont perdu, et de ce qu'ils n'ont pas su entendre. La mère ne parle plus comme avant. Ses phrases sont lentes, mesurées. Elle ne crie plus. Elle n'impose plus. Elle écoute. Mais il n'y a plus de voix à écouter. Le père, lui, a décidé de transformer sa douleur. Il a pris un cahier. Et il a écrit. Tout. Chaque moment. Chaque erreur. Chaque détail oublié. Il a écrit avec rage, avec honte, avec tendresse. Il voulait témoigner. Pas pour se dédouaner, mais pour prévenir. Pour hurler à d'autres parents de ne pas suivre le même chemin. Le manuscrit est devenu un petit livre. Un cri imprimé. Il l'a distribué gratuitement dans les écoles. Aux associations. Aux églises. Dans les familles. Il ne voulait pas d'argent. Il voulait que sa fille ne soit pas morte pour rien. Ma fille est partie avec des rêves qu'elle n'a jamais pu vivre. Elle était brillante, oui. Mais elle voulait juste être libre. Écoutez vos enfants. Même quand ils se taisent. Surtout quand ils se taisent. Le livre a ému. Un journaliste local a raconté leur histoire. Puis une émission nationale. Les langues ont commencé à se délier. D'autres jeunes ont témoigné. D'autres parents ont pleuré. Car dans ce récit, chacun retrouvait une part de vérité. Une faute banale. Un silence coupable. Une pression destructrice. Le drame de cette fille unique devenait une alerte collective. Et les parents, bien que brisés, se sont levés. Ils ont commencé à intervenir dans des conférences. Ils ont parlé devant des salles pleines d'enseignants, de pères, de mères, d'adolescents. Chaque mot était chargé de douleur. Mais chaque mot était aussi une semence, une leçon, un signal.
La mère racontait souvent cette phrase que sa fille écrivait dans son journal. Je ne suis pas leur projet. Je suis une personne. Et cette simple ligne suffisait à faire tomber bien des masques. Ils fondèrent une petite association. Les Voix du silence. Leur objectif était simple, offrir un espace où les jeunes pouvaient parler librement, où ils seraient écoutés sans être jugés, où l'excellence ne serait pas une injonction, mais un choix, où la peur ne serait plus le seul canal de communication. Ce fut leur manière de demander pardon. À leurs filles. Et à tous ceux qui, comme elles, vivent dans une cage invisible, dorée à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Mais même au milieu de cette rédemption, la douleur restait. Rien n'effaçait l'absence. Les anniversaires devinrent des cérémonies silencieuses. Noël, une épreuve. La chambre de leur fille, un sanctuaire. Ils avaient appris à vivre avec ce trou dans le cœur. Non pas à l'oublier, mais à coexister avec lui. Comme une cicatrice qu'on ne cache plus. Parfois, ils recevaient des lettres. De jeunes filles. De garçons perdus. De parents touchés. Des lettres de gratitude. De pardon. De changement. Chaque message était une goutte d'eau dans leur désert. Une preuve que même l'irréparable peut devenir un avertissement salvateur. Un jour, lors d'un forum, un adolescent leur demanda « Si vous pouviez dire une seule phrase à votre fille aujourd'hui, que lui diriez-vous » La mère baissa la tête. Longtemps. Puis, d'une voix tremblante, répondit « Je lui dirai que je l'aime, pas pour ses notes, pas pour ses prix, mais pour elle. Simplement pour elle. Et que je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt. » Silence dans la salle. Des larmes. Puis des applaudissements. Mais eux ne souriaient pas. Ils savaient que ces mots arrivaient trop tard pour une seule personne. Mais peut-être pas pour d'autres. Et c'est cela qu'ils avaient choisi désormais, transformer le silence d'une vie perdue en milliers de voix éveillées. Ce n'est pas une histoire sur la mort. C'est une histoire sur l'écoute. Sur ce que nous refusons parfois d'entendre dans le regard de nos enfants. Sur le prix que certains paient quand les adultes préfèrent l'image à la vérité. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parlez-en. Écoutez autour de vous. Car il vaut mieux prévenir un silence que pleurer un adieu.